Bienvenue à toutes et à tous pour cette exploration approfondie de l'imagerie médicale. Aujourd'hui, on s'attaque à un monument, si j'ose dire. La radiographie standard. On l'appelle aussi radiographie par projection. C'est vrai qu'avec toutes les technologies modernes, on pourrait la croire dépassée, mais elle reste absolument incontournable. Tout à fait. C'est souvent le point de départ. Exactement. Et pour nous guider dans cette discussion, on s'appuie sur un document pédagogique très bien fait, je trouve, destiné aux étudiants en médecine. Son petit nom, c'est imagerie.radio.pdf. Ce document fixe des objectifs d'apprentissage clairs, et c'est un peu ça notre fil conducteur pour aujourd'hui. Alors notre but, c'est de comprendre d'où viennent ces fameux rayons X, comment ils interagissent avec le corps pour créer une image, et puis comment on utilise cette technique concrètement avec ses avantages et bien sûr ses limites. On va essayer de décortiquer tout ça. Il faut parler des rayons X eux-mêmes. Qu'est-ce que c'est? En fait, il faut les imaginer comme une forme de lumière, mais invisible à nos yeux. Ce sont des photons très énergétiques. Comme la lumière visible ou les ondes radio, ils appartiennent au spectre électromagnétique. Mais leur particularité, c'est leur capacité à traverser la matière. Bon, pas n'importe comment. Et c'est justement ça qui est intéressant pour l'imagerie. Il traverse, mais pas uniformément, c'est ça? Exactement. Quand le faisceau de rayons X pénètre dans le corps, il est freiné, on va dire, différemment selon les tissus rencontrés. On parle d'atténuation. Certains tissus, comme l'os, arrêtent beaucoup les rayons X. D'autres, comme l'air dans les poumons, les laissent passer presque sans obstacle. Et c'est cette différence d'atténuation qui va créer le contraste sur l'image finale. En gros, on distingue 4 contrastes naturels, 4 densités de base qu'il faut vraiment retenir. Ah oui, les fameuses 4 densités. Voilà. Il y a d'abord l'air, qui est très peu dense, donc les rayons passent facilement. Ça apparaît noir sur la radio. On dit que c'est radiotransparent. Pensez aux poumons. Ensuite, on a la graisse, un peu plus dense que l'air. Puis, la densité eau ou hydrique. Ça correspond aux muscles, aux organes comme le foie, les reins. Densité moyenne, ça apparaît en gris. Et enfin, l'os, très dense à cause du calcium. Il arrête fortement les rayons X et apparaît donc blanc sur l'image. On dit qu'il est radio-opaque. C'est ce jeu d'ombre et de lumière, si on veut, qui dessine l'anatomie. D'accord, ça c'est la base physique. Mais alors, concrètement, pour obtenir cette image, comment ça marche? Vous parliez d'ombre. Oui, l'analogie est assez bonne. Pensez aux ombres chinoises. Il faut une source de lumière, ici, notre tube à rayon X. Il faut un objet qui va créer l'ombre, c'est le patient. Et il faut un écran pour recueillir cette ombre, c'est le détecteur. Donc la chaîne, c'est tube, source de rayon X, Le tube, oui, le patient au milieu, qui va modifier le faisceau, en l'atténuant différemment selon les zones. et enfin le système de détection qui enregistre l'image résultante. C'est ça. Le tube à rayon X, souvent un tube de Coolidge, c'est une sorte d'accélérateur de particules miniatures en quelque sorte. On chauffe un filament métallique, ça libère des électrons, puis on applique une très forte tension électrique pour projeter ces électrons à très grande vitesse contre une cible, une pièce métallique, l'anode. Et c'est le choc qui produit les rayons X. Voilà. L'impact est si violent qu'il génère des photons X. Ensuite, bien sûr, on ne laisse pas ce faisceau partir dans tous les sens. On le façonne, on le filtre, on le dirige précisément vers le patient grâce à un système de collimation. Donc le trajet, c'est source, air, patient. Et c'est là que ça devient intéressant, avec l'atténuation, Oui, l'interaction avec les tissus. puisqu'il reste du faisceau arrive au détecteur. Et cette ombre qui arrive au détecteur, vous appelez comment? On l'appelle l'image radiante. C'est le faisceau de rayon X atténué qui porte l'information. Et vous avez raison, ce qui se passe dans le patient est crucial. Il y a principalement 2 types d'interactions qui nous intéressent, l'effet photoélectrique et l'effet Compton. L'un qui aide à faire l'image, l'autre qui la gêne, s'il est bien suivi. C'est exactement ça. On va y revenir en détail. Mais d'abord, un mot sur la production des rayons X dans le tube, sans faire un cours de physique nucléaire. Non, juste l'essentiel pour comprendre. L'essentiel, c'est qu'on a 2 étapes, création des électrons par chauffage d'un filament, la cathode, puis leur accélération par une haute tension, entre 40 et 150 kV, les fameux kV, vers la cible, l'anode, chargée positivement. Et ce qui est très important pour le manipulateur radio, c'est qu'on peut régler 2 paramètres clés sur ce tube. Lesquels? Premièrement, l'énergie des rayons X produits. Ça se règle avec la tension, les kilovolts, kV. Plus on met de kV, plus les rayons X sont énergétiques, plus ils sont durs, pénétrants. Moins on met de kV, moins ils sont énergétiques, plus ils sont mous, moins pénétrants, mais
plus contrasté. On parle de la qualité du faisceau. D'accord. Énergie égale qualité, réglée par les kV. Et le deuxième paramètre? C'est la quantité totale de rayons X émis. Ça dépend de deux choses. L'intensité du courant qui chauffe le filament, en milliampères, MA, et la durée pendant laquelle on laisse le tube émettre, le temps de pause, en secondes, S. C'est le produit des deux, les MAS, milliampères secondes, qui détermine la noirceur globale de l'image, son exposition. Donc kV pour le contraste et la pénétration, et MAS pour la luminosité générale. Exactement. Et un petit détail technique qui a son importance. Ce processus est incroyablement inefficace énergétiquement. Environ 99% de l'énergie qu'on fournit au tube pour accélérer les électrons se transforme en chaleur au niveau de l'anode. 99%? Oui. Seulement 1% environ devient des rayons X utiles pour l'image. C'est énorme, la chaleur produite. C'est pour ça que les anodes sont faites en matériaux très résistants comme le tungstène et qu'elles sont souvent tournantes pour mieux répartir et dissiper cette chaleur. Il y a tout un système de refroidissement. Je comprends mieux pourquoi ces tubes sont des pièces complexes. Tout à fait. Et enfin, je mentionnais la collimation. Ce sont des volets en plomb qui permettent de restreindre très précisément le faisceau de rayons X à la zone anatomique qu'on veut étudier. C'est absolument fondamental pour limiter la dose reçue par le patient et aussi pour améliorer la qualité de l'image. On verra pourquoi. Bien. Alors, on a nos rayons X produits, réglés, dirigés. Ils arrivent sur le patient. Et là, c'est l'interaction avec les tissus qui va graver l'information, créer cette atténuation différentielle dont vous parliez. C'est ça. Et au niveau microscopique, deux phénomènes dominent dans la gamme d'énergie utilisée en radiodiagnostic. Le premier, c'est l'effet photoélectrique. C'est lui qui est principalement responsable du contraste de l'image. Comment ça marche, cet effet photoélectrique? Alors, imaginez un photon X qui arrive sur un atome du patient. Dans l'effet photoélectrique, le photon X donne toute son énergie à un électron de cet atome, souvent un électron des couches internes, proche du noyau. L'électron est éjecté de l'atome et le photon X incident, lui, disparaît complètement. Il est absorbé. D'accord. Le photon est stoppé net. Et pourquoi ça crée du contraste? Parce que la probabilité que cet effet se produise dépend très fortement de deux choses. D'une part, de l'atome rencontré. Plus son numéro atomique Z est élevé, plus l'effet photoélectrique est probable. C'est la raison principale pour laquelle l'os, riche en calcium, Z élevé, absorbe beaucoup plus que les tissus mous faits de carbone, hydrogène, oxygène, Z faible. D'autre part, ça dépend de l'énergie du photon X. Plus l'énergie du photon est basse, donc si on a réglé des bas kV sur le tube, plus l'effet photoélectrique est probable. Ah, donc bas kV égale beaucoup d'effets photoélectriques égale fort contraste entre os et tissus mous, par exemple. Exactement. C'est le grand avantage des bas kV pour le contraste. Mais l'inconvénient, c'est que si l'effet photoélectrique est très fréquent, ça veut dire que beaucoup de rayons sont absorbés. Donc la dose reçue par le patient augmente et le faisceau pénètre moins bien les zones épaisses. C'est toujours un compromis. Je vois. Et le deuxième effet, l'effet Compton, vous disiez qu'il était moins sympathique pour l'image. Oui, on l'appelle aussi diffusion Compton. Là, le photon X incident interagit aussi avec un électron de l'atome, mais il ne lui cède qu'une partie de son énergie. L'électron est éjecté, mais le photon X, lui, n'est pas absorbé. Il continue sa route, mais avec une énergie plus faible, et surtout dans une direction différente, aléatoire. Il est diffusé. Et quel est le problème avec ça? Le problème majeur, c'est que ces photons diffusés, s'ils atteignent le détecteur, ils n'arrivent pas en ligne droite depuis la source. Ils ne transportent plus l'information correcte sur l'atténuation à l'endroit d'où ils semblent venir. Ils créent une sorte de voile, de brouillard général sur toute l'image. Ça diminue le contraste, ça rend l'image moins nette. C'est ce qu'on appelle le rayonnement diffusé. D'accord, ça salit l'image. Exactement. Et ce n'est pas tout. Comme ces photons diffusés partent dans toutes les directions, ils contribuent aussi à irradier nos patients en dehors de la zone visée directement par le faisceau primaire, et ils irradient aussi le personnel soignant qui pourrait se trouver à proximité. Mais attendez, si cet effet Compton est si problématique, et d'après le document source, il est même beaucoup plus fréquent que l'effet photoélectrique aux énergies qu'on utilise. Oui, 4 à 5 fois plus fréquent, c'est l'ordre de grandeur. Alors, comment fait-on pour avoir des images qui ne soient pas complètement noyées dans ce brouillard? Surtout pour des examens de zones épaisses comme l'abdomen, où le document dit que ça peut représenter 90% du signal. C'est une excellente remarque, et c'est là qu'intervient une pièce maîtresse, la grille antidiffusante. C'est un dispositif qu'on place entre le patient et le détecteur. Une grille?
comment ça marche? C'est une plaque constituée de très fines lamelles de plomb, parallèles entre elles, et séparées par un matériau transparent au rayon X, comme de l'aluminium ou de la fibre de carbone. L'astuce, c'est que ces lamelles sont orientées, focalisées vers la source de rayons X. Ainsi, les rayons X du faisceau primaire, ceux qui sont utiles et qui viennent en ligne droite, passent majoritairement entre les lamelles de plomb et atteignent le détecteur. Par contre, les rayons diffusés, qui arrivent de manière oblique, avec des angles différents, vont venir buter contre les lamelles de plomb et être absorbés. Ah, astucieux. La grille fait le tri en quelque sorte. Détecteur. Ça améliore considérablement le contraste de l'image. Pour éviter qu'on ne voit les lignes des lamelles sur la radio, on fait souvent bouger très rapidement cette grille pendant la prise du cliché. C'est la grille mobile ou grille de Potter-Bucky. D'accord. Donc, l'atténuation globale du faisceau, c'est le résultat de ces deux effets, photoélectrique, absorption, et compte-temps, diffusion, avec la grille qui aide à limiter les dégâts du second. Tout à fait. Et cette atténuation suit une loi exponentielle. Plus le tissu traversé est épais, plus l'intensité du faisceau diminue rapidement. Revenons au réglage de l'opérateur, les KV et les MAS. Vous avez dit que les KV influençaient le contraste et la pénétration. Pourriez-vous nous donner un exemple concret du dilemme que ça pose? Bien sûr. C'est vraiment le cœur du métier de manipulateur. Prenons une radio du thorax. Si on veut surtout bien voir les os, les côtes, pour chercher une fracture par exemple, on va choisir un kilovoltage plutôt bas, disons 60 ou 70 kV. Ça va maximiser l'effet photoélectrique et donc on aura un très fort contraste entre l'os blanc et le poumon noir. Logique. Mais avec ces bas kV, les rayons sont peu pénétrants. On risque de ne pas bien voir à travers le cœur ou le diaphragme. Les zones denses vont apparaître comme de grandes taches blanches sans détail à l'intérieur. L'image sera sous-pénétrée pour le poumon lui-même. À l'inverse, si on veut analyser finement le poumon, chercher un nodule, une infection derrière le cœur, on va utiliser des hauts kV, typiquement 120 kV ou plus pour un thorax. Ces rayons sont très durs, très pénétrants. Ils vont traverser facilement les côtes et le cœur, nous permettant de voir ce qu'il y a derrière. Et du coup, le contraste sera moins bon. Exactement. Avec les hauts kV, l'effet Compton devient prédominant par rapport à l'effet photoélectrique. L'image sera plus grise, le contraste général entre les différentes structures sera plus faible. On perd le contraste osseux marqué, mais on gagne en visualisation des structures de densité hydrique ou aérique dans des zones épaisses. C'est donc vraiment un choix stratégique en fonction de la question posée. Le document montre d'ailleurs bien cet effet avec les deux clichés du thorax, figure 3.4. Oui, cet exemple est très parlant. Et pour les maïs, c'est plus direct. C'est la quantité de lumière, si on veut. Pas assez de maïs, l'image est trop pâle, trop blanche, sous-exposée. On ne distingue rien dans les zones claires. Trop de maïs, l'image est trop sombre, trop noire, surexposée ou brûlée. On perd tous les détails dans les zones sombres. Il faut trouver le juste milieu pour avoir une bonne échelle de gris sur toute l'image. Et la taille du champ exploré. Vous insistiez sur l'importance de bien collimater, de ne pas faire un champ trop large. Pourquoi c'est si important au-delà de la radioprotection? C'est crucial aussi pour la qualité de l'image. Rappelez-vous l'effet Compton. Il se produit partout dans le volume de tissu irradié. Donc, plus le volume irradié est grand, si on ouvre grand les collimateurs, plus il y aura d'interactions Compton, et donc plus il y aura de rayonnement diffusé produit. Ah oui, et ce diffusé dégrade l'image. Précisément, il réduit le contraste et ajoute du flou. Donc, en collimatant strictement sur la zone d'intérêt, non seulement on réduit la dose inutile pour le patient, mais on améliore aussi significativement la qualité de l'image en minimisant la production de ce fichu rayonnement diffusé. C'est vraiment un geste essentiel. C'est très clair. Alors, une fois que ce faisceau chargé d'informations, après avoir traversé le patient et la grille, arrive, il faut bien le détecter pour créer l'image visible. Comment on faisait avant et comment fait-on maintenant? Alors, historiquement, pendant des décennies, on a utilisé le couple écran renforçateur, film argentique. C'était un peu comme en photo classique. Le film lui-même n'est pas très sensible aux rayons X directement. On le plaçait dans une cassette, en sandwich, avec des écrans fluorescents. Ces écrans, quand ils recevaient les rayons X, émettaient de la lumière visible, verte ou bleue, et c'est cette lumière qui impressionnait le film photographique contenant des sels d'argent. D'accord. Une conversion, rayon X, lumière, image chimique. C'est ça. Ensuite, il fallait développer le film chimiquement dans une chambre noire ou une développeuse automatique.
Le noircissement du film était proportionnel à la quantité de lumière reçue, donc à la quantité de rayons X qui avaient traversé. Le blanc sur le film, opacité, signifiait peu ou pas de rayons X arrivés. Donc structure dense traversée. Le noir, clarté, signifiait beaucoup de rayons X arrivés, structure peu dense. Quels étaient les inconvénients? Plusieurs. La chimie de développement était polluante, le coût de l'argent dans les films n'était pas négligeable, l'archivage des grands clichés était encombrant. Et surtout, une fois l'image développée, on ne pouvait plus la modifier. Si l'exposition n'était pas bonne, il fallait refaire le cliché. Le post-traitement était très limité. Aujourd'hui, ce système est quasiment abandonné dans les pays développés. Et on est passé au numérique. Comment? Il y a une phase de transition avec ce qu'on appelle la radiographie numérisée, ou CR, Computed Radiography. L'idée était de remplacer le film dans les cassettes existantes par une plaque spéciale, une plaque au phosphore photostimulable, PSP. Cette plaque enregistre une image latente lorsqu'elle est exposée aux rayons X. Ensuite, on insère la cassette dans un lecteur spécial. Un laser vient balayer la plaque, ce qui libère la lumière stockée, proportionnellement à l'exposition reçue. Cette lumière est captée et convertie en image numérique. L'avantage, c'était de pouvoir passer au numérique sans changer tout le matériel de prise de vue. Mais maintenant, on a encore mieux. Ni. La norme actuelle, c'est la radiographie numérique directe, ou DR, Digital Radiography, avec les capteurs plans. Là, il n'y a plus de cassette à manipuler. Le détecteur est une grande plaque fixe ou mobile pour certains usages, qui contient des milliers de petits éléments sensibles. Il y a deux grandes technologies. La détection indirecte, où une première couche scintillateur convertit les rayons X en lumière, qui est ensuite captée par des photodétecteurs, comme dans un appareil photonumérique, et la détection directe, où une couche semi-conducteur convertit directement l'énergie des rayons X en signal électrique. Et les avantages du DR? Ils sont nombreux. La qualité d'image est généralement meilleure. C'est beaucoup plus rapide. L'image apparaît sur l'écran de contrôle en quelques secondes. La sensibilité de ces détecteurs est bien plus élevée, ce qui permet de réduire significativement les doses de rayons X nécessaires par rapport au film ou même au CR. Et ça ouvre la voie des applications plus avancées, comme la tomosynthèse qui permet d'obtenir des coupes fines, un peu comme un mini-scanner. Il y a d'autres systèmes de détection? Oui, il faut mentionner l'amplificateur de luminance, ou ampli de Bliance. C'est un tube électronique complexe qui transforme l'image radiante en une image lumineuse visible, mais surtout qui l'amplifie considérablement. Cette image lumineuse est ensuite filmée par une caméra vidéo. Et ça sert à quoi? Ça permet de voir les images en temps réel, à la manière d'une vidéo. C'est ce qu'on appelle la radioscopie ou la fluoroscopie. C'est indispensable pour guider les gestes en radiologie interventionnelle. On voit l'aiguille avancer, le produit de contraste remplir les vaisseaux, etc. Et enfin, un système plus récent et très intéressant, c'est le système HOSS. Il repose sur une technologie de détection gazeuse issue des travaux du prix Nobel Georges Charpak. Ces détecteurs sont extrêmement sensibles. L'avantage principal de l'EOS? Il permet de réaliser des radiographies de grands segments du corps, notamment le rachis sentier et les membres inférieurs, en position debout, ce qui est crucial pour analyser la statique, les déformations comme les scolioses, et ce, avec des doses d'irradiation très très faibles, bien inférieures au système classique. En plus, il acquiert simultanément deux images orthogonales, face et profil, ce qui permet des reconstructions 3D très précises du squelette. Passionnant cette évolution technologique. Alors, on a notre belle image numérique sur l'écran. Comment l'interprète-t-on? Quelles sont les règles de base et les pièges à éviter? La lecture se fait donc sur des consoles dédiées avec des écrans de haute définition. La convention d'affichage est restée la même. Le blanc correspond aux structures denses, radio-opaques, qui ont arrêté les rayons X. Le noir correspond aux zones peu denses, radiotransparentes, où les rayons sont passés facilement. Entre les deux, toute une gamme de gris. Et on retrouve nos 4 densités fondamentales. Exactement. Par ordre croissant d'opacité, donc du noir vers le blanc, la densité aérique, l'air dans les poumons, le tube digestif, la densité graisseuse, le tissu adipeux un peu gris foncé, la densité hydrique, l'eau, les muscles, le cœur, le foie, les reins, gris moyen, et la densité calcique, l'os, très blanc. Le métal, s'il y en a, prothèse, matériel, apparaît encore plus blanc, suropaque. Et quel est le concept le plus important à comprendre pour l'interprétation? Je dirais que c'est l'importance capitale du contraste avec l'environnement immédiat. On ne voit une structure que si sa densité est différente de celle de ses voisins directs. C'est fondamental. Donnez-nous un exemple.
Prenez un nodule pulmonaire. S'il est de densité hydrique, une petite tumeur, une infection, et qu'il est situé en plein milieu du poumon, qui est lui de densité aérique, noir, le nodule, gris, sera très bien visible, son contour sera net. Maintenant, imaginez que ce même nodule soit situé juste contre le cœur, qui est aussi de densité hydrique, gris. Là où le nodule touche le cœur, il n'y a plus de différence de densité entre les deux structures. Résultat, le contour du nodule à cet endroit précis va s'effacer, il devient invisible. Ah, c'est ça le fameux signe de la silhouette. C'est exactement ça. Quand deux structures de même densité radiologique sont en contact anatomique, leur limite commune disparaît sur la radiographie. C'est un signe très important, notamment en radiographie thoracique, pour localiser les opacités pulmonaires par rapport aux structures du médiastin ou au diaphragme. Il faut toujours y penser, hein. Est-ce que je vois bien tous les contours que je devrais voir? Et les lignes nettes qu'on voit comme le bord d'un os? Elles apparaissent lorsque le faisceau de rayons X est tangentiel à la surface de la structure ou à l'interface entre deux structures de densité différentes. C'est ce qu'on appelle la loi des tangentiels. Ça explique aussi pourquoi la forme perçue d'un objet peut varier selon l'angle sous lequel on le regarde. Parfois, le contraste naturel ne suffit pas. Comment fait-on pour voir par exemple l'intérieur des vaisseaux sanguins ou du tube digestif? C'est là qu'on utilise des produits de contraste artificiels. Ce sont des substances qu'on introduit dans le corps, par injection, ingestion, etc., et qui sont beaucoup plus opaques aux rayons X que les tissus normaux. Pour les vaisseaux, les voies urinaires, on utilise des produits à base d'iode, injectés par voie intraveineuse. Ils vont rendre le sang ou l'urine très blanc sur les clichés, dessinant l'anatomie des artères, des veines, des reins, etc. Pour le tube digestif, on utilise souvent du sulfate de barium, une pâte blanche qu'on fait avaler ou qu'on introduit par lavement. Ça tapisse la paroi de l'œsophage, de l'estomac, de l'intestin et permet de voir leur forme et leur contour. Il y a des précautions à prendre avec ces produits? Absolument. Pour les produits iodés injectés, il faut systématiquement vérifier qu'il n'y a pas d'antécédent d'allergie grave à l'iode et s'assurer que la fonction rénale du patient est correcte, car ils sont éliminés par les reins. Pour le barium, la principale contre-indication est la suspicion de perforation digestive, car le barium dans le péritoine peut être très irritant. D'accord. Mais même avec le contraste, la radio reste une image 2D d'un volume 3D. J'imagine que ça crée des difficultés d'interprétation, des illusions d'optique, des artefacts. Tout à fait. C'est la limite fondamentale de la radiographie par projection. Elle écrase toute l'information de profondeur. Quand vous voyez une opacité sur une radio de face du poumon, vous ne savez pas a priori si elle est située en avant, au milieu ou en arrière dans le thorax. Comment fait-on alors pour la localiser? C'est pourquoi il est presque toujours indispensable de réaliser au moins 2 incidences, c'est-à-dire 2 clichés pris sous des angles différents, le plus souvent à 90 degrés l'un de l'autre, une vue de face et une vue de profil. En comparant les deux vues, on peut situer la lésion dans les 3 dimensions de l'espace. Le document donne un bon exemple, figure 3.9, avec une calcification qui semble être dans l'articulation du genou sur la vue de face, mais que la vue de profil montre clairement en avant de l'articulation. Donc, toujours au moins 2 incidences. Quels autres pièges géométriques? Il y a l'agrandissement. L'image projetée sur le détecteur est toujours plus grande que l'objet réel. C'est un phénomène de projection conique. Cet agrandissement est d'autant plus important que l'objet est loin du détecteur et proche de la source. Quelle est la règle pour minimiser ça? La règle d'or, c'est de toujours placer la région d'intérêt au plus près du détecteur et d'éloigner au maximum la source, le tube à rayon X, du patient. C'est pourquoi les distances standards sont assez grandes, souvent 1 mètre, voire 1,80 m ou 2 mètres pour une radio de thorax. Il y a aussi le flou. On a le flou géométrique, qui est lié au fait que la source de rayon X n'est pas un point parfait, mais une petite surface. Et il y a le flou cinétique, très important, qui est dû au mouvement pendant la prise du cliché, mouvement du patient, respiration, battement du cœur. D'où l'importance d'utiliser des temps de pause les plus courts possibles et de demander au patient de ne pas bouger et de bloquer sa respiration si nécessaire. La forme aussi peut être trompeuse. Oui, c'est la distorsion géométrique. Si l'objet n'est pas parallèle au détecteur ou si le faisceau de rayon X n'est pas perpendiculaire à l'objet et au détecteur, la forme projetée sera déformée. Une structure ronde peut apparaître ovale, par exemple. Le document montre l'exemple de la tête humérale, figure 3.12, qui paraît déformée sur une incidence oblique spécifique, incidence de Gart. Il faut connaître ces déformations pour ne pas les interpréter à tort comme des anomalies. Et enfin, la superposition.
C'est le corollaire de la projection 2D. Toutes les structures qui se trouvent sur le trajet d'un même rayon X vont voir leur densité s'additionner sur l'image finale. Une opacité faible peut être masquée si elle se superpose à une structure très dense, comme une côte. Inversement, la superposition de plusieurs structures normales peut parfois simuler une opacité anormale. Le signe de la silhouette dont on parlait est aussi une conséquence de la superposition en 2D. Quand deux structures de même densité se superposent partiellement et sont en contact, leur densité s'ajoute, mais surtout, leur contour distinct à l'interface disparaît. C'est le cas classique de la pneumonie du lobe moyen qui efface le bord droit du cœur, figure 3.13. L'analyse d'une radio demande donc un travail mental constant pour dissocier ces superpositions, aidé par la comparaison des différentes incidences. C'est beaucoup d'éléments à intégrer. Avec toutes ces connaissances, où est-ce qu'on utilise principalement la radiographie standard aujourd'hui? Quelles sont ses indications reines? Eh bien, elle reste absolument incontournable en radiologie ostéo-articulaire. L'os est naturellement très contrasté, on le voit très bien sans produit de contraste. Donc pour toute la traumatologie, recherche de fractures, de luxations, pour le suivi de l'arthrose, pour certaines inflammations comme les arthrites, pour la recherche de tumeurs osseuses ou de malformations, la radio standard est l'examen de première intention, rapide, peu coûteux et très informatif. Et pour le thorax? La radiographie thoracique, au moins le cliché de face, reste un examen de base fondamental en pneumologie et en cardiologie. C'est souvent le premier examen réalisé en cas de toux, de douleur thoracique, d'essouchlement. Il permet de dépister énormément de pathologies. Le profil est souvent réalisé en complément pour mieux localiser une anomalie vue de face ou pour dégager certaines zones comme les cul-de-sac pleuraux. En digestif, vous disiez que ça avait reculé. Oui, l'abdomen sans préparation a vu ses indications se réduire considérablement avec l'avènement de l'échographie et surtout du scanner, qui sont bien plus performants pour explorer les organes abdominaux. On réserve l'ASP principalement à la recherche de corps étrangers radio-opaques, avalés, à la recherche de certains calculs rénaux ou biliaires s'ils sont calciques, ou parfois dans le bilan d'une occlusion intestinale pour voir les niveaux liquides. Quant aux examens avec opacification du tube digestif, transit, œsogastro-duodénalo-barium, lavement baryté, ils ont été largement supplantés par l'endoscopie, fibroscopie, coloscopie et le scanner pour la plupart des indications. Ils gardent quelques niches, mais sont beaucoup moins fréquents qu'avant. D'accord. Et pour les seins? L'imagerie du sein, la scénologie, repose toujours très largement sur la mammographie, qui est une technique de radiographie spécifiquement adaptée au tissu mou du sein, utilisant des rayons X de plus faible énergie pour obtenir un meilleur contraste. Elle reste l'examen de référence pour le dépistage organisé du cancer du sein. Et puis il y a le domaine interventionnel. Oui, là, la radiographie sous sa forme de radioscopie, avec l'amplificateur de luminance, joue un rôle crucial et en pleine expansion. On parle de radiologie interventionnelle. Elle permet de guider en temps réel, avec une grande précision, une multitude de gestes diagnostiques ou thérapeutiques mini-invasifs. Comme quoi, par exemple? Articulaire ou péritendineuse, sous contrôle scopique pour être sûr d'injecter le produit au bon endroit. Faire des biopsies osseuses guidées. Poser du matériel orthopédique comme des vis, des clous, des prothèses, en vérifiant leur positionnement en direct. Mettre en place des cathéters, des sondes. C'est aussi utilisé pour les vaisseaux, hein? Absolument. C'est la base de l'angiographie. On injecte un produit de contraste iodé dans les artères ou les veines et on filme leur remplissage en radioscopie. Ça permet non seulement de visualiser l'anatomie vasculaire pour chercher des sténoses, des anévrismes, des malformations, mais surtout de guider des traitements endovasculaires. On peut ainsi dilater des artères rétrécies avec des ballonnets et des stents, angioplastie, boucher des anévrismes ou des vaisseaux qui saignent, embolisation, traiter des troubles du rythme cardiaque en allant brûler certaines zones du cœur, ablation par radiofréquence. Ce sont des procédures souvent complexes, parfois longues, qui nécessitent une expertise particulière et une gestion rigoureuse de l'irradiation, car la scopie est utilisée de façon prolongée. Donc, pour résumer, même si on a des techniques d'imagerie plus modernes et parfois plus performantes comme l'IRM, le scanner, l'écho ou la TEP, la radiographie standard n'a pas dit son dernier mot, hein. Loin de là, c'est ce qu'il faut retenir. Elle conserve une place très importante. Bien sûr, certaines de ses indications historiques ont diminué face à la concurrence, mais elle garde des bastions très solides, comme l'imagerie ostéo-articulaire et thoracique de première intention.
Et elle a su se moderniser, la numérisation, les capteurs plans qui réduisent les doses et améliorent la qualité, le système EOS pour l'analyse posturale, la tomosynthèse qui apporte une information quasi tomographique. Ces avancées technologiques lui permettent de rester pertinente et même de trouver de nouvelles applications. Et comme on vient de le voir, son rôle est absolument fondamental et croissant pour guider toute la radiologie interventionnelle, qui est un domaine majeur de la médecine moderne. Donc oui, la radiographie standard a encore de beaux jours devant elle. Eh bien, voilà un tour d'horizon que je trouve assez complet. On a exploré ensemble les principes de production des rayons X, leur interaction fascinante avec nos tissus, notamment ces deux effets clés, le photoélectrique qui nous donne le contraste et le Compton qui nous donne du fil à retordre avec le diffusé. On a vu l'évolution des technologies pour détecter ces rayons et fabriquer l'image, du vieux film argentique au capteur plan numérique ultra sensible. On a abordé l'interprétation de ces images en niveau de grille, en insistant sur les notions de densité, de contraste, de signe de la silhouette, mais aussi sur les pièges liés à la projection 2D, aux superpositions, aux artefacts géométriques. Et enfin, on a passé en revue les grandes applications actuelles, de ces domaines de prédilection comme l'os et le thorax, jusqu'à son rôle indispensable en radiologie interventionnelle. Oui, je pense que ça donne une bonne base de compréhension des principes et des enjeux de cette technique. Après, il est clair que pour vraiment maîtriser le sujet, pour approfondir chaque notion et mémoriser les détails importants pour la pratique clinique, il faut se plonger dans le document source, ce fameux imagerie.radio.pdf. Notre discussion d'aujourd'hui, c'est une introduction, une mise en contexte. Le travail personnel sur le document reste essentiel pour ancrer les connaissances. Tout à fait. Et pour conclure, peut-être une petite question pour ouvrir la réflexion. Dans ce paysage de l'imagerie médicale qui évolue à une vitesse folle, avec des modalités de plus en plus sophistiquées, quelle sera, selon vous, la place exacte de cette radiographie standard dans 10 ou 20 ans? Est-ce qu'elle va se retrouver cantonnée à ces quelques indications historiques indétrônables, ou bien, forte de ses propres innovations et surtout de son rôle en interventionnel, va-t-elle continuer à se réinventer et à tenir une place significative? Vaste question sans doute.